Bonjour. Alors, juste une minute pour vous dire, après Soral répond, 29, qui risque d'être épique cette fois-ci. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez une petite séquence sur Alexis Issora. Voilà, un petit avis sur Alexis Issora et une de ses vidéos. Pour le reste, bien, on va écouter Soral répond 29, pas encore écouté, donc on verra au fur et à mesure s'il y a des choses à redire sur ce qu'il a dit ou pas. Voilà. À tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Bonjour, le répondeur automatique d'Almoral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. Bonjour Monsieur Soral. Le mois dernier, nous avons fêté assez silencieusement les 20 ans du 11 septembre. Je voudrais savoir, pour vous, dans combien de temps on pourra parler de ce qui s'est passé, des différentes thèses qui circulent sur les attentats. Voilà. Bonne question. Je crois que la référence, ça serait l'assassinat de Kennedy, et je dirais même le double assassinat des Kennedy. On voit très bien que aujourd'hui, à peu près personne ne se battrait pour valider ou confirmer la thèse officielle du tueur unique de Lee Harvey Oswald pour des raisons psychologiques. Aujourd'hui, on sait en gros que Kennedy a été liquidé par un complot d'État venu de très loin. Et d'ailleurs, le débat, c'est de savoir si c'est plus la mafia, plus la CIA, plus le Mossad. Bon, Guyeno fait un excellent travail là-dessus. Ce qui veut bien dire que pour le 11 septembre, c'est déjà à peu près pareil. Je crois qu'il y avait un sondage qui disait que plus de la moitié des Américains ne croyaient pas à la version officielle du 11 septembre. Donc, évidemment, plus le temps va passer, c'est le principe, donc plus les enjeux s'éloignent, plus on peut dire de vérité ou essayer de contester la version officielle. Et je dirais même que le pouvoir, à un moment donné, peut même lâcher un peu la bride puisque ce n'est plus décisif. Ce qui compte, ce qui est dangereux, c'est de s'attaquer aux versions officielles au moment où elles sont effectives et où elles jouent un rôle de premier plan dans le système de domination. Aujourd'hui, vous risquez rien à dire que vous ne croyez pas à la thèse de Lee Harvey Oswald. Vous risquez un peu plus en doutant du 11 septembre. Donc après, la question, c'est pas seulement le temps, c'est surtout pour qu'à un moment donné, radicalement, la version officielle change, il faudrait que ce soit passé un changement radical de pouvoir et de domination politique, c'est-à-dire que ça ne pourrait être que la conséquence d'une révolution. Vous voyez, s'il y avait une révolution aux États-Unis, une révolution violente, on parlait par exemple d'un coup d'État militaire patriote, peut-être qu'à ce moment-là, les dossiers sortiraient et on verrait sur les grandes chaînes de télévision des émissions complètes pour remettre en cause les versions officielles de tout ce narratif de domination qui va de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy au 11 septembre. Et là, on découvrirait une nouvelle version officielle qui va dans le sens du nouveau pouvoir. Mais tant que cette révolution ne s'est pas accomplie, on peut voir simplement circuler de plus en plus les versions alternatives, que les versions alternatives soient de moins en moins combattues, parce qu'en réalité, les enjeux se sont déplacés. C'est ça l'idée. Et puis après, si on veut bien se rappeler quel est le sujet des sujets interdits, je rappelle que dans cette longue série de versions officielles dont on n'a pas le droit de douter, le moment constitutif de cette longue série, c'est la question des chambres à gaz, évidemment, la question déjà des camps d'extermination et la question de la solution finale. On voit bien que ça commence par là et que contrairement aux deux autres sujets où on s'attire des ennuis, sur ce sujet qui est moteur et surdéterminant, contester la version officielle, quels que soient les arguments présentés, c'est la prison. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Imaginons qu'un jour on puisse discuter librement de tous ces sujets, parce qu'on peut même y agréger l'homme sur la Lune, tous ces sujets de
je dirais, qu'on appelle les sujets complotistes, pour qu'à un moment donné, ces sujets accèdent à des émissions thématiques sur Arte ou sur la 2, on peut rêver. Il faudrait que nous ayons réellement changé de paradigme, hein, que le cycle dans lequel nous sommes, nous en soyons sortis. Voilà. Et tant que c'est pas le cas, ça restera tout ça des exercices, des pratiques marginales, plus ou moins combattues selon effectivement la place qu'elles occupent dans le narratif et la structure, je dirais, de la dominance. Voilà. Bonjour Monsieur Soral. En ce 3 octobre, jour de deuil national, on voit l'importance stratégique de Bernard Tapie dans la destruction économique et morale du pays, accompagnant la rigueur de 83 en rendant sexy le libéralisme anglo-saxon à la française, c'est-à-dire la liquidation des entreprises en difficulté. Est-ce qu'on peut même penser que sans Tapie, l'économie française aurait mieux résisté et même que Jean-Marie Le Pen aurait pu avoir un destin national? Oui, voilà, je crois qu'il ne faut pas rêver. Bernard Tapie, en fait, c'est un symbole. Il symbolise jusqu'à la caricature, on va dire, le virage néolibéral des années 80, après l'époque 60-70, qui était très gauche, tiers-mondiste, socialisante, au moins dans le spectacle. Hein. Bernard Tapie, ça accompagne aussi la mode de la gymnastique, avec le changement radical de positionnement de Jane Fonda aussi, hein, qui passe de tiers-mondiste pro-Viet Minh, puis en 80, elle fait des cours de gym en VHS. Là. C'est à peu près la même chose. Donc, il ne faut pas surévaluer Bernard Tapie, mais il est évident qu'il a servi parce qu'il a un certain charme. Hein, on peut imaginer qu'au moment de la Révolution française, il aurait pu... à la faveur des événements, devenir maréchal d'Empire. Il avait la virilité, il avait la vivacité d'esprit. Mais il faut quand même bien rappeler, je crois d'ailleurs qu'on a ressorti une vieille bio de Ratier, hein, que Ratier avait fait pour Fait Document à l'époque. Tapie est d'abord un escroc utilisé par le Parti socialiste, donc c'est bien le Parti socialiste qu'il faut montrer du doigt, qui, renonçant au social, a besoin, de basculer vers le sociétal. Donc pour ça, il y a Pierre Berger et Jacques Lang avec le mouvement gay, la constitution du mouvement gay, la transformation des homos en mouvement gay. Et puis de l'autre côté, Bernard Tapie, qui est un petit gars du peuple, je crois fils de communiste, qui nous montre la nouvelle voie, c'est-à-dire la solution sociale par la réussite individuelle, quelque chose qui a presque à voir avec un documentaire animalier, hein, avec l'éthologie, hein, c'est-à-dire certains mecs de deuxième zone pourraient trouver quelque chose de Nietzsche dans le tapisme de l'époque. Hein. Cette espèce de force vitale qui prend à bras le corps la vie et qui montre qu'on peut réussir d'où qu'on parte avec une quantité d'énergie investie, qui était une énorme escroquerie, parce qu'en plus Tapie était essentiellement un escroc. Et puis utilisé par le PS, effectivement, pour trahir sa mission de gauche. Hein, donc c'est bien le PS qu'il faut incriminer, et notamment Mitterrand, qui était un pervers et qui s'est beaucoup amusé à coopter Tapie. Alors après, il y a deux choses qu'il faut rajouter, et même peut-être une petite anecdote aussi que je vais rajouter, c'est quand Tapie, qui roulait pour le PS et à qui on pardonnait tout et à qui on laissait faire, ce qui était scandaleux, parce que c'était vraiment un escroc de droite, quoi, hein, a voulu rouler pour lui-même, puisqu'il avait pris le contrôle du Parti radical qui pesait 15%, et au lieu d'apporter ces 15% au PS, il a voulu rouler pour lui-même avec le rêve de devenir peut-être président de la République, c'est-à-dire qu'il s'est mis à en rêver. Là, toutes ces arnaques de tribunaux de commerce, de syndics de faillite, il se les est pris dans la gueule et ils l'ont mis dans un champ de mine dont il n'est jamais sorti. Donc, ça veut bien dire qu'il était qu'un pion et qu'il n'était qu'un individu fragile et qui a été dans un premier temps aidé, et puis après à qui on a mis des bâtons dans les roues, donc il n'était pas si puissant que ça. Et puis alors l'ironie, c'est que finalement, la seule vraie affaire qu'il ait jamais faite, selon moi, c'est le rachat d'Adidas. Et en fait, c'est là-dessus qu'on l'a fait tomber, ce qui est assez ironique. Alors que je crois que c'est la seule véritable belle affaire qu'il a faite. C'est de permettre à la France de prendre le contrôle de cette très belle entreprise allemande qui, en plus, n'était pas, contrairement aux autres affaires dans lesquelles il s'était investi, qui n'était pas un truc de liquidation, mais qui était une affaire qui marchait. Hein, voilà. Donc, Tapie, finalement...
a subi le sort des petits malins qui se croient tout puissants, enfin justement qui ont cru aux fadaises nietzschéennes. Et puis à un moment donné, il a été utilisé. Il en a bien profité. Et puis quand il a voulu se mettre à son compte, en réalité, là, le même système qui lui avait permis de voler et de tricher, avec des conséquences dramatiques, parce qu'il y a eu, par exemple, dans l'affaire Vonder, je me rappelle, il y a eu des morts, des pendus, des suicides. Donc c'est un type qui avait quand même du sang sur les mains, d'une certaine manière. Et quand il a plus obéi, on l'a fait tomber, et puis il a passé le reste de sa vie quand même bon, il n'a pas une vie horriblement désagréable, mais enfin il a passé le reste de sa vie à se battre dans un champ de mines. Il est même passé par la prison, n'oublions pas, et finalement il est devenu, en se rêvant un destin d'homme politique de premier plan, il est devenu un peu à un moment donné une caricature, c'est-à-dire une marionnette des Guignols. Et petite anecdote que j'ajouterais, à un moment donné, il est passé par la prison, il s'est même devenu acteur de théâtre et il a joué dans une pièce avec ma sœur Agnès comme partenaire. Alors j'en profitais pour vous balancer une petite anecdote amusante. C'est qu'un jour, ma sœur, avec qui j'ai très peu de relations, m'appelle en pleurant, en me disant que Tapi, avec qui elle jouait au théâtre, menaçait de la défigurer. Elle avait dû tellement le faire chier qu'il s'était énervé. Et elle me donne son téléphone en me demandant d'intervenir. J'avais pas vraiment envie d'intervenir, mais je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. On était, à mon avis, au tout début 90, je pense. Ça faudrait vérifier avec cette pièce de théâtre, ça serait assez facile. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un coup parce que je me dis, me payer Tapi, ça peut être intéressant. Et donc, j'ai appelé un copain qui faisait de la boxe avec moi, un Anglais, que je salue, Jeep. Et je lui ai dit, je vais aller choper Tapi au théâtre et tu vas filmer le moment où je vais lui demander des comptes parce qu'il menace de défigurer ma sœur. Et alors, ce que j'ai fait, j'avais le téléphone. À 2h15 du matin, je me rappelle, j'appelle chez Tapi, je tombe sur son répondeur et je lui dis, écoutez, ma sœur me réveille en pleurs parce que vous prétendez que la défigurer. Donc, écoutez... j'ai fait un peu l'ironique, j'ai horreur qu'on me réveille en pleine nuit. Donc demain, je vais venir vous voir au théâtre et on va régler ça. Le lendemain, en début d'après-midi, alors que je m'étais préparé psychologiquement, j'avais pris à l'époque, c'était les caméscopes encore, j'avais prévu le caméscope, mon pote là pour filmer. Ma sœur m'appelle pour me dire que Bernard Tapie lui avait écrit une lettre d'excuse. Donc ça, c'était assez drôle parce que je me rappelle que quand je racontais là, cette histoire, les mecs me disaient « Ouais, Tapi est lié à la mafia marseillaise, c'est très dangereux, c'est un tueur, ou même c'est une force de la nature, ou je sais pas quoi. » Et en fait, on voit quand même tout le côté guignolesque et un peu grotesque de ce genre de personnage, puisque quand il a entendu mon message où je le prévenais que j'allais me pointer au théâtre le lendemain, il a écrit une lettre d'excuse à ma sœur. C'est quand même, j'ai pas lu la lettre d'excuse, mais ça devait être assez rigolo. Voilà, donc il était un peu inquiet visiblement, et il était capable de menacer une actrice de la défigurer, mais finalement ça n'allait pas tellement plus loin que ça. Et c'est peut-être, ça symbolise assez bien je pense le personnage. Bonjour président, Jérémy de Charente. Que pensez-vous de la situation actuelle aux USA où on peut observer un Biden en train de se liquéfier? Doit-on s'attendre à une passation de pouvoir au profit de Kamala Harris ou à un retour de Trump sur le devant de la scène, notamment via les audits toujours en cours? Bravo et merci pour tout. Oui, on peut déjà rappeler qu'en fait, Biden est un personnage qui a été mis en avant par l'État profond. Pour voler les élections à Trump. Les élections, Trump s'est fait voler de façon énorme, massive et scandaleuse lors de ces élections. On voit bien que la crise de Covid avait servi aussi à cacher que Biden n'avait, contrairement à Trump, pas de supporters, puisqu'il faisait des réunions avec 4 personnes sous prétexte de respecter les gestes barrières et les distances sanitaires, alors que Trump, lors de cette élection, avait fait plus de voix qu'à l'élection précédente. Mais à part qu'il était attendu ce coup-ci. Voilà. Donc je suis même pas sûr qu'il faudrait destituer, comment dirais-je, le Biden pour mettre sa vice-présidente à la place, parce que déjà, quand on regarde sur Internet, on va me dire que je suis un peu complotiste, mais je le suis, on voit qu'on n'est même pas sûr que ce soit toujours le même Biden qu'on nous montre à la télé, puisqu'il semblerait, quand on regarde ses lobes d'oreilles, que c'est pas tout à fait le même bonhomme. Donc si ça se trouve, il a déjà un sosie ou des sosies, ça s'est souvent fait en politique, et c'est peut-être déjà même plus lui
qu'on voit lors de ses prestations, on a remarqué que de toute façon, il ne présidait pas. En fait, il est là, à mon avis, pour tout signer sans aucune contestation, sans poser aucune condition, parce qu'il est tenu du fait qu'il est ouvertement et très visiblement pédophile. Hein. On a toutes les vidéos pour montrer qu'il passe son temps, dès qu'il peut, à tripoter des gamines, et de façon très, très angoissante et très louche. Donc, je suis même pas sûr que l'idée de le remplacer par la vice-présidente soit même nécessaire. En réalité, il y a un shadow cabinet qui gouverne les États-Unis, donc ce qu'on peut appeler l'État profond, sachant que le pouvoir, que ce pouvoir est très minoritaire aux États-Unis et qu'en fait la tendance majoritaire est plutôt le Trumpisme. Et ce qu'on peut penser ou espérer, c'est qu'à un moment donné, ça pète, et puis qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un coup d'État militaire patriote aux États-Unis. Et là, on est dans une période effectivement de déliquescence aggravée du système démocratique américain, où pratiquement ouvertement l'État profond règne à travers une marionnette qui est un vieillard sénile, parce qu'on peut être vieillard sans être sénile, il me semble, pédophile, et qui fait rigoler un peu tout le monde chaque fois qu'il oublie, qu'il se trompe de nom, qu'il oublie les noms de ses interlocuteurs dans des réunions importantes. Ben voilà, donc on est quand même dans une période là globalement, si je prends du recul, de fin de cycle. Hein. Voilà, c'est l'élection de Trump était déjà quelque chose d'un peu étrange par rapport aux habitudes qu'on a des personnages politiques qui suivent tout un système de filtres et de sélection pour être relativement toujours sur à peu près le même modèle, hein, de bourgeois correctement élevés. Déjà avec Trump, on avait quelque chose de disruptif, on va dire, très intéressant d'ailleurs. Et là, avec Biden, on est passé encore dans quelque chose qui s'éloigne encore plus de ce qu'on nous a enseigné être la démocratie électoraliste, quoi. Hein. Et je vois pas très bien ce qu'on peut avoir après Biden. Hein, je vois pas très bien. Donc moi, je désespère pas de voir à un moment donné quelque chose de l'ordre du coup d'État militaire patriote aux États-Unis, et qui serait une forme de retour du Trumpisme sans forcément Trump lui-même. Parce que ce qui compte dans Trump, c'est l'esprit qu'il incarne, les forces qu'il incarne, hein, les forces symbolisées par America's First, hein, c'est-à-dire de gens qui se soucient du destin de l'Amérique et qui ne veulent plus assujettir l'Amérique à l'Empire. Pour ceux qui voient ce que je veux dire, je fais référence à mon livre Comprendre l'Empire, hein, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, y compris la révolte de la nation américaine. Et puis ceux qui ne voient pas bien de quoi je parle, qui n'hésitent pas à lire ce livre prophétique que j'ai sorti en 2011 et dont tout ce que j'ai annoncé s'accomplit. Voilà. Bonjour Monsieur Soral. J'ai beaucoup d'admiration pour votre capacité d'analyse. Voilà ma question. Dans la mesure où on sait que les Français ont un tempérament rebelle, je voudrais savoir pour vous, parmi tous les gens vaccinés, à combien s'élèverait à peu près la proportion de gens qui auraient fait un faux vaccin? Voilà, merci. Et je vous souhaite bon courage pour votre combat. C'est pas seulement mon combat, hein, c'est le nôtre. C'est notre combat. C'est difficile à dire. Moi, je crois déjà que pour commencer, les statistiques officielles qui voudraient nous faire croire que les Français, dans leur majorité, leur immense majorité, sont pour la vaccination, je pense que déjà ces statistiques sont de la propagande et sont fausses. Parce que si c'était vrai, ils ne feraient pas autant de cirque pour nous pousser violemment, comme ils le font, à la vaccination. Hein. Ils n'auraient pas besoin. Donc je pense que les vaccinés sont beaucoup moins nombreux que ce qu'ils disent. Et surtout, plus il y a, on voit il y a deux phénomènes. C'est que le vaccin, finalement, ne permet pas de revenir au monde d'avant. On s'en rend compte, finalement. Ne permet pas de ne pas attraper la maladie. Et puis surtout qu'il y a des rappels incessants, puisque je vois que, par exemple, en Israël, ils ont déjà eu 2 injections et on en exige une 3e, et s'il n'y a pas la 3e, c'est comme si on n'avait eu aucune, quoi. Donc plus ça va aller, plus on va multiplier les injections, plus on va vouloir vacciner les gosses, plus de toute façon l'opposition au vaccin va se renforcer, et je pense qu'elle est déjà très forte. Et puis évidemment, ça va multiplier les réseaux de résistance. Donc il y a 2 manières de résister, hein, comme toujours. Il y a militer contre, et puis aussi discrètement s'arranger pour pourrir le truc de l'intérieur, c'est-à-dire les faux, hein, la multiplication des faux. D'ailleurs, moi, je n'oppose pas tellement les 2 stratégies, si on me pose la question. Je pense qu'il faut à la fois militer contre le vaccin,
et puis en même temps ne pas, comment dirais-je, ne pas trouver anormal que des gens essayent de monter des réseaux de faux, même. Bon, voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est pas des sujets dont il faut parler ouvertement, mais c'est ça qu'on va voir se multiplier. Des gens contester de plus en plus, et puis en même temps des réseaux s'organiser pour que les gens échappent discrètement à ces injonctions par la multiplication des faux. Ce qui tout ça amènerait, je l'espère, in fine, à l'effondrement de cette dictature sanitaire et vaccinale de plus en plus évidente, qui a 2 dimensions, même 3, ça ne sert à rien, c'est totalement inutile. Donc il y a un côté, c'est comme la taxe carbone, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est construit sur un mensonge. 2, ça enrichit terriblement des gens qui ne le méritent pas, quand on regarde où va l'argent à chaque fois. Et troisièmement, c'est sans doute, puisque c'est pas des vaccins, on sait très bien que c'est de la thérapie génique, que c'est très dangereux et que c'est peut-être même fait pour être dangereux. Donc ça fait quand même toutes les raisons, avec le temps qui passe, pour que la résistance à tout ça augmente, et peut-être même que cette dictature sanitaire provoque in fine quelque chose de l'ordre de la révolution. Et de la révolution qui amènerait très loin, parce que si à un moment donné, on arrive à dire officiellement la vérité sur ce qui s'est passé, c'est toute cette stratégie là de dictature par le vaccin qui n'en est pas un, on peut imaginer que les gens qui ont monté cette combine puissent se retrouver accusés de crimes contre l'humanité, parce que il y a des raisons, et que ça termine par un Nuremberg, je sais pas comment dire, un Nuremberg 2, un Nuremberg inversé. L'intérêt de ce qu'on vit en ce moment, c'est d'espérer que ça finisse comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin, ils sont tellement passés du parasitisme au pillage et au génocidaire, que j'espère que la morale de tout ça, c'est qu'à la fin, ils se retrouveront tous au tribunal pénal international, qui là aurait vraiment sa raison d'être, et qui seront pendus, voilà, pour faire référence au Nuremberg 1. Voilà, ils le méritent. Si j'ai bien compris ce qui se passe, et si je l'ai bien expliqué, je pense que ces gens-là méritent effectivement d'être pendus haut et court. Bonjour Monsieur Soral, j'aimerais avoir votre avis s'il vous plaît concernant le débat entre Youssef Indy et Julien Rochdy. À titre personnel, je trouve que Youssef Indy est resté vraiment d'un calme olympien face au Roquet Julien Rochdy, qui était vraiment d'une impolitesse incroyable et qui a été décontenancé par Youssef Indy. Je voulais vous remercier pour votre travail, votre courage et surtout pour le combat que vous menez depuis tant d'années. Voilà, donc c'est un salut de la part d'un Français de confession musulmane et qui est patriote. Merci pour tout, Monsieur Soral. Au revoir. Oui, c'est pas gentil de me refaire parler de Rochdy, parce que je l'ai déjà relativement mis à poil. En tout cas, ce qui a été très moral, c'est que moi, j'avais pas à débattre avec lui, puisque j'ai quand même 30 ans de plus que lui, puis il n'est pas de mon niveau. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de sens moral et d'intelligence profonde pour comprendre que lui et moi, c'est même pas qu'on boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'il n'est pas boxeur, quoi. Donc, voilà, on n'a rien à voir, lui et moi. J'avais de la sympathie pour lui, et d'ailleurs, à sa demande, j'ai souvent relayé ses petites vidéos, parce que jusqu'à il y a quelques mois, il me le demandait encore de le faire, par gentillesse, et parce qu'il fait partie on va dire, d'un réseau de gens plus vieux que lui, mais que j'aime bien. Et puis, effectivement, j'ai découvert là récemment qu'il avait rallié ce que j'appelle le national-sionisme et le zémourisme, tout en d'ailleurs, quand je lui en parlais, en s'en défendant plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai découvert chez lui une dimension de malhonnêteté, et je trouve qu'il est très moral finalement, qu'il ait été remis à sa place par Youssef Indy, c'est-à-dire parce qu'il considère comme un arabe. Voilà. Moi, je suis assez guénonien de ce point de vue-là, ou même évolien. Je pense qu'il existe une aristocratie de l'esprit. Et dans cette aristocratie de l'esprit, je range Youssef Indy sans problème, même si je suis un patriote français catholique, alors que je suis certain aujourd'hui que le petit Rochdy n'en fait pas partie. Ce garçon n'a pas une âme d'aristocrate. Voilà. Il a été, relativement déstabilisé, ridiculisé dans le débat face à Youssef, où Youssef, lui, avait travaillé, avait des arguments et a de la profondeur, alors que Rochdy, en fait, quelque part, il n'aurait même pas dû y aller,
il y allait pour se payer l'arabe, mais en fait, il n'avait pas les moyens parce que lui, on voit que son truc, c'est c'est d'essayer d'exister en surfant une vague, on va dire, de retour de la droite, mais de la droite au sens adolescent du terme, hein, lorsque lui appelle pensette nietzschéen. En fait, c'est une espèce de virilisme qui a un sens dialectique pour de la moyenne bourgeoisie blanche qui en a marre d'être humiliée par les racailles et qui en a marre aussi d'un gauchisme qui nous oblige à la soumission envers le féminisme et sa version aggravée, que le LGBTQ. Donc il y a une intuition chez Rochdy qui n'est pas fausse, c'est que c'est bien aujourd'hui de pousser la jeunesse française, dont il se veut un peu le guide en ce moment, à se redroitiser au sens de la droite des valeurs. Le problème, c'est que de cette droite des valeurs, lui, il ne met en scène que le côté grotesque qu'incarne déjà un Papacito, mais chez Papacito, il y a une dimension humoristique qui fait que c'est plus supportable. Il y a un côté amusant. Alors chez Rochdy, il y a surtout un côté arrogant et vulgaire qui est assez pénible, hein. Alors là, j'ai vu que d'ailleurs ces deux compères là vont écrire un livre ensemble. Moi, j'ai rien contre, hein, et qu'ils veulent se payer, je dirais, les gauchistes. De ce point de vue-là, je leur souhaite bon courage parce que c'est vrai que un des cancers qui touche la jeunesse française, c'est cette dictature qui remonte aux années 70 du gauchisme, hein, et que remettre un peu de droite des valeurs pour que la jeunesse française, et notamment la jeunesse française de souche, se sente à nouveau fière d'elle-même, et pas pas sommer de baisser la tête et de s'humilier et de se flageller en permanence. Je pense que c'est pas totalement inutile. Malheureusement, ce que je déplore, c'est que ce combat est légitime et même nécessaire. Malheureusement, il est mené par des gens qui ont fait allégeance et de manière assez visible à ceux qui ont mis en place ce gauchisme et qui ne sont pas là pour, de toute évidence, réhabiliter le panache à la française, mais qui ne se servent des gens comme Rochdy et Papacito que pour se maintenir. Et ça donne d'ailleurs, quand je dis ça donne l'épopée zémorienne actuelle, hein. Et c'est tout le problème, il est là, hein. C'est que j'ai pas d'ailleurs attendu Rochdy pour dire qu'il fallait revenir un peu aux burnes et ne pas trop croire aux urnes. Je ne l'ai pas attendu pour montrer qu'il fallait que les Français soient à nouveau fiers d'une tradition de panache qui remonte au Grand Condé et plus récemment on peut mettre en avant des Éric Tabarly. Mais malheureusement, je trouve que Rochdy n'est pas très légitime pour incarner ça. Et face à Youssef Indy, pour terminer, il a vraiment démontré à quel point il n'avait pas la légitimité pour incarner ce néo-virilisme, ce panache à la française, hein, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'en dire tellement plus. Il a été puni, hein, lors de cet affrontement. Alors, je pense qu'il s'en fout parce qu'en fait, il cible une clientèle qui n'est, à son image, pas très raffinée, quoi, de petits bourgeois blancs qui ne comprennent de la virilité que des signes extérieurs et vulgaires, hein, d'arrogance, de mauvaise éducation. D'ailleurs, je rappelle que la grande différence entre Rochdy et Youssef Indy, c'est que si Youssef Indy n'en parle jamais, Youssef Indy a pratiqué la boxe, alors que Rochdy, qui joue les virils, en fait, fait essentiellement de la gonflette, hein, voilà, ce n'est pas un combattant. Et c'est pour ça que le fait qu'il veuille la défier ouvertement dans une logique de reconquista assez physiquement violente, affichée, les gauchistes, je trouve que c'est très bien, parce que ça sera une bonne épreuve de vérité pour lui. Il va peut-être découvrir ce que c'est que d'être en première ligne physiquement dans la rue, parce que pour l'instant, en réalité, il n'a pas vécu tout ça. Donc, quelque part, il y a une vérité là qui va se révéler quand il aura pondu son bouquin avec Papacito. Papacito aura moins de problèmes parce que Papacito, il vient finalement du gauchisme toulousain. Il est marié avec une Congolaise et il fait quand même, je crois, 1m93, 110 kilos et il pratique la boxe amateur en poids lourd. Donc, Papacito a relativement les moyens de défier les gauchistes physiquement. Rochdy, de ce que je sais, et puis je suis quand même, j'ai les moyens de le ressentir, parce que moi je connais quand même un peu le monde de la boxe, hein. Je pratique quand même depuis 40 ans. Je pense qu'il est jamais allé vraiment au feu. Et à la limite, je l'attends. À la limite, je lui souhaite effectivement de devenir le champion des petits blancs qui vont se payer enfin les gauchistes et le cancer gauchiste. Et je l'attends sur ce terrain-là et
Et d'ailleurs, j'aimerais qu'il m'étonne, hein, voilà. Et qu'il ne me déçoive pas comme il m'a déçu, notamment face à Youssef. Bonjour Président. On voit beaucoup circuler sur Internet avec la prise de Kaboul par les talibans d'anciennes photos des années 70 de Kaboul avec des femmes qui circulent, qui se promènent dans la rue en jupe et non voilées. Comment expliquez-vous cette régression actuelle des conditions féminines en fait dans le pays? Voilà, courage à vous. Oui, c'est bien de rappeler que Kaboul, dans les années 70, était une capitale relativement moderne, avec des boîtes de nuit, des femmes qui faisaient des études supérieures. Et quand on voit la situation actuelle, on peut s'en étonner, puisqu'on a l'impression que le progrès va toujours dans le même sens, hein, qu'on irait de l'obscurantisme religieux vers la libération des mœurs. Or, parfois, comment dirais-je, on remonte le temps. Alors déjà, je vais faire une première remarque, c'est que les images qu'on nous montre sont des images de Kaboul, c'est-à-dire de la capitale. Hein, et on ne nous montre pas à la même époque le monde des villages, hein, le monde de l'Afghanistan profond. Et là, il faut bien, comme d'ailleurs dans tous les pays, bien faire le distinguo entre le mode de vie des villes et des capitales qui sont connectés mondialement aux autres capitales, puis ce sont les élites, hein, les happy few, et puis le pays profond, hein, qui en général est agricole, campagnard, avec des traditions. Hein, voilà. Donc si on réfléchit comme ça, on peut comparer, par exemple, le Paris des années 60, yéyé, blouson doré, et puis en même temps se transposer dans un village de la Creuse, hein, en 65, et vous verrez qu'on a exactement le même écart entre le Kaboul 70 et puis les talibans, en gros. Hein, c'est-à-dire il y a deux pays. Hein, voilà. Et puis après, il faut voir que l'Afghanistan a été victime de toute une série de tentatives de manipulation extérieure qui ont mis en jeu les superpuissances, hein, c'est-à-dire un bras de fer entre URSS et USA, qui effectivement a sans doute coûté très cher au pays, hein, et que ça a produit tellement de corruption dans les deux sens, et puis de déversement, de déstabilisation, hein, notamment par la violence et la multiplication des armes, etc., que finalement le pouvoir taliban, ça serait comme un surgissement je dirais, du socle traditionnel, profond et de longue durée qui fait l'Afghanistan. Hein, c'est-à-dire que finalement, le chaos qu'a subi l'Afghanistan depuis les années 70, avec des coups d'État, des influences étrangères, russes, Amérique, etc., produit un espèce de désir de stabilité, un surgissement de l'Afghanistan profond. Et ça donnerait finalement le pouvoir actuel des talibans. Hein, comme si ça serait... ça serait, je ne sais pas avec quel autre pays on pourrait comparer, mais je pense que c'est ça la bonne analyse à faire. Si quelqu'un a une comparaison à proposer, là ça ne me vient pas immédiatement, c'est ne pas confondre la pratique sociale des villes et des capitales avec celle du pays profond. Et quand je dis pays profond, c'est en général le pays agricole. Hein. Et puis que quand on maltraite trop un pays, qu'on le manipule trop, parfois surgissent comme force de restabilisation ces forces les plus profondes, c'est-à-dire les plus ancrées, les plus traditionnelles. Et peut-être que les forces les plus ancrées, les plus traditionnelles de l'Afghanistan sont aujourd'hui le moins mal incarnées par ce qu'on appelle les talibans. Hein. Ouais. Bonjour Monsieur Soral. Avec la disparition programmée du moteur thermique et l'avènement du tout électrique, pour vous, est-ce encore une régression de nos libertés? Et pensez-vous que cette folie va s'arrêter un jour? Voilà. Et encore courage à vous. Effectivement, là, ce qu'on pointe du doigt, c'est la folie actuelle de ce qu'on appelle l'écologie politique. Là. Les écolos que le système pousse en réalité n'ont plus grand-chose à voir avec les écologistes des années 70, on va dire, qui étaient des gens... qui souhaitaient justement renouer avec un peu de tradition pour échapper à la fuite en avant de la modernité. Là, on assiste sous le vocable écolo à des dingos qui cumulent toutes les idéologies dingues actuelles de gauche, entre guillemets, enfin de gauche antisociale, hein, le woke, le cancel, le LGBTisme, avec derrière des forces de type Soros, hein, qui les poussent. Et en ce moment, on a un lobby très très puissant dit écolo
qui emmerde les mangeurs de viande et puis aussi qui nous force à nous couvrir d'éoliennes qui ont aussi attaqué l'énergie nucléaire avec des conséquences assez tragiques parce que c'est très inconséquent. C'est-à-dire qu'on détruit des énergies alors qu'on n'a pas les moyens de les remplacer par autre chose, en termes en tout cas d'équivalent quantitatif. Et là, effectivement, le côté lobby écolo anti-moteur à combustion interne, c'est typiquement la conséquence de cette vague de folie. Je vois, on l'a subi en ce moment dans les villes avec l'obligation de rouler à 30 à l'heure, des trucs complètement délirants comme ça, des pistes cyclables partout, les centres-villes fermés aux voitures, qui emmerdent 90% de la population. Et tout ça parce qu'il y a des petits, enfin, ça s'appelle des Khmers verts, quoi, qui imposent leur dictature avec une vision du monde qui est totalement extrémiste et délirante. Et là, c'est l'idée que il faudrait arrêter le moteur à combustion interne. Alors, ça doit se coupler à la fausse théorie du réchauffement climatique, bien sûr, et que la solution serait le tout électrique, alors qu'on a le tout électrique est quelque chose d'absolument pas viable. Déjà, en termes de recyclage des batteries, c'est hyper polluant. En termes je crois, de ce que ça exige comme terres rares et comme ressources qu'on n'a pas forcément en quantité et qui demandent aussi d'aller déstabiliser, dévaster des pays dont le sous-sol regorge de ces matériaux d'avenir là. Donc en fait, j'espère qu'à un moment donné, et ça fait partie d'ailleurs de l'analyse globale qu'on fait, que sera mis un terme à cette folie de la fausse gauche utilisée, je dirais, par la vraie droite, et qui tend sur la question sexuelle avec le LGBTQ, avec la question écolo, avec le réchauffement climatique et la question complètement délirante du carbone, et puis aussi avec le vaccinal, parce que ces écolos sont tous en fait quand même pour la thérapie génique, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'écologiste au sens justement traditionnel et ontologique du terme. Et ils sont en fait, ces gens-là sont une partie du système de domination de plus en plus fou, de plus en plus dictatorial qu'on subit, et comme conséquence actuelle, ça donne ce lobby du tout électrique. Et j'espère qu'à un moment donné, quand le peuple majoritaire et on va dire le peuple du bon sens n'en pourra plus de ces conneries sur l'énergie, de ces conneries sur le pharmaceutique là, et de ces conneries sur les mœurs, que ça produira cette révolution que j'espère quand même radicale, hein, pour ne pas dire violente, et qui virera tous ces gens-là d'un même coup de pied au cul. Voilà les manipulateurs et les auxiliaires dingos, parce qu'il y a les manipulateurs pervers, hein, qui sont des fous, mais au sens psychopathe d'élite, et puis derrière les suiveurs qui sont des crétins. Hein. D'ailleurs, quand je pense à ça, c'est marrant, il y a des images qui me viennent. En haut, je vois Soros, par exemple, comme archétype, et puis en bas, je vois, comment elle s'appelle, Sandrine Rousseau, par exemple, vous voyez. J'espère qu'à un moment donné, les excès délirants qu'incarne Sandrine Rousseau pousseront le peuple quand même à dire que assez, ça suffit. Et ça peut arriver, comme d'ailleurs la révolution dont je parlais tout à l'heure aux États-Unis, tout ça peut arriver en même temps, un grand basculement du monde, ce grand changement de paradigme qui n'est pas celui espéré par nos maîtres de Davos, là, ça peut très bien arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer à déconner comme ça à plein tube et de plus en plus sur les 20 prochaines années. Ça me paraît fonctionnellement impossible. Voilà. Donc, que ces excès, analysons ces excès et ces poussées délirantes comme plutôt des fins de cycle. Hein. Un peu comme à un moment donné, l'URSS était arrivé à un tel niveau de mensonge et d'inefficacité pratique que tout le truc s'est effondré, quoi. S'est effondré sur lui-même. Hein, voilà. Donc on peut espérer, ça serait assez marrant avec un décalage, après l'effondrement de l'URSS qui s'est passé en 90, finalement en 2020 et quelques, l'effondrement du système en fait qui lui faisait face et avec lequel il avait beaucoup de points communs en réalité, qui serait l'effondrement du capitalisme mondialisé. Hein, voilà, on a eu l'effondrement nécessaire de l'URSS là et de ce socialisme. Qui fonctionnait pas, et là il faudrait l'effondrement symétrique de ce capitalisme qui ne fonctionne pas tellement mieux en réalité. Bonjour Président, Nicolas de Marseille. J'aimerais pouvoir vous entendre sur votre bilan des années Merkel.
puisque des élections arrivent afin de renouveler la chancellerie. J'ai le sentiment que sur le régalien, l'Allemagne est largement mieux gérée que la France, que les bonnes décisions sont souvent prises, la dernière étant que l'Allemagne ne prendrait pas le chemin de la France à propos du pass sanitaire. Est-ce que cela signifie que l'Allemagne est encore en partie souveraine, ou alors est-elle un peu le seul électron libre dans l'Union européenne du fait de sa position de leader? Et est-ce que cela est dû au fait qu'il y a encore peut-être une notion de chrétienté avec la CDU? Est-ce qu'au final, le départ de Madame Merkel va affaiblir l'Allemagne ou au contraire la renforcer avec une possible alliance russe? Merci de votre réponse. Là, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Il est évident que la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est que la France est un pays qui est en train de se désindustrialiser et qui a une dette colossale, alors que l'Allemagne est un des leaders mondiaux de l'automobile, de la machine-outil, de la robotique, avec en plus un quatrième empire, c'est-à-dire des pans entiers de l'ancien empire soviétique qui lui permet des délocalisations cohérentes, hein, bien les Skoda, etc. Donc, c'est-à-dire que l'Allemagne est un pays qui est très très bien positionné en termes économiques, hein, voilà, qui vit pas de la. D'ailleurs, c'est une petite remarque que je fais à Todd ou à des gens comme ça, c'est que le capitalisme allemand est un capitalisme fondamentalement entrepreneurial. Hein, c'est pas un capitalisme financier parasitaire. Hein. Les Allemands, ils produisent de la valeur ajoutée. C'est pas des parasites. Hein, c'est pas Wall Street. Hein, voilà. Donc l'Allemagne est un géant économique et de cette puissance économique, vient aujourd'hui sa puissance, mais en même temps, on sait très bien que du fait de la conséquence de la défaite allemande, de ce qui s'est passé après 1945, l'Allemagne est sous tutelle, hein, totalement d'un point de vue politique, géopolitique, militaire. Et Merkel, comment dirais-je, représente absolument cette mise sous tutelle. C'est un chef d'État qui est là pour empêcher la résurgence d'un État qui correspondrait pour l'Allemagne à sa puissance économique et à son rayonnement, je dirais, dans le monde de l'économie, de par son économie. Donc, Merkel, de ce point de vue-là, pour moi, est un agent, je dirais, de la dominance mondiale qui est là pour surveiller l'Allemagne, sans pour autant l'empêcher de fonctionner, puisque l'Allemagne, contrairement à la France, n'est pas un pays d'élite parasitaire. Hein. Il y a quand même des vraies élites en Allemagne, sont de chefs d'entreprise. Ils n'ont pas ce système de l'ENA, là. Et d'ailleurs, ça me fait faire une petite parenthèse sur Zemmour. Zemmour, c'est quand même un type qui a raté l'ENA et dont le dernier livre, dont le titre, je crois, La France n'a pas dit son dernier mot, nous raconte qu'il a passé toute sa vie à déjeuner et à dîner en ville, ce qui est quand même le vrai malheur de la France, c'est l'ENA et le dîner en ville, hein, pour ne pas parler du CRIF, parce qu'on ne peut pas en parler tout le temps. Mais là aussi, je pense que Zemmour est connecté. Donc Zemmour, de ce point de vue-là, incarne exactement tout, non seulement la France, cette France du passé, et cette France de l'échec, et cette France dont il faudrait sortir. Hein, voilà. Zemmour n'est pas un entrepreneur, hein, c'est un pur parasite. Voilà, il ne sert strictement à rien. Il fait du commentaire, et du commentaire en plus générateur de tension. Hein. Et c'est marrant, à un moment donné, que les gens puissent l'identifier comme un sauveur. Hein. On a besoin, pour sauver la France, je dirais quelque part, d'un groupe de technogestionnaires patriotes. Hein. Voilà. Patriote, je ne suis pas sûr qu'il l'est si profondément que ça, et technogestionnaire, il ne l'est absolument pas. Voilà. Et donc, oui, on voit très bien que ce qui est laissé à l'Allemagne, qui a, comment dirais-je, un potentiel bridé, hein, en termes de politique pure, eh ben, on lui laisse le précaré de l'Union européenne. Hein, voilà. Donc l'Allemagne est la superpuissance de l'Union européenne, et l'Union européenne est un nain sous domination mondialiste. Donc il y a toute cette ambiguïté, ce paradoxe de l'Allemagne, d'être la superpuissance d'un truc qui est un empêchement de puissance, c'est-à-dire l'Union européenne. Voilà. Et après, on voit très bien que, on va dire, le haut patronat allemand a toujours eu le désir, enfin depuis des années, c'était la ligne Schröder, là, de se rapprocher de la Russie, ce qui est son intérêt naturel et actuel. Et on voit bien que les instances qui maintiennent qui prolongent Nuremberg, empêchent et interdisent à l'Allemagne et aux élites allemandes
progresser sur ce chemin-là. Voilà. Donc, effectivement, parmi les bouleversements qu'il pourrait y avoir demain dans le monde, là, ce changement de paradigme auquel moi j'aspire, qui n'est pas celui du Grand Reset, on pourrait avoir un coup d'État militaire aux États-Unis, un coup d'État militaire patriote, un nouveau Yalta où discuterait Poutine, le successeur de Trump, mais trumpien, et Xi Jinping, pour une discussion pour sortir en fait du nouvel ordre mondial, hein, et de refaire je dirais une coopération des nations pilotées par ce triumvirat Chine et États-Unis, Russie. Et dans ce contexte de révolution, effectivement, l'Allemagne pourrait se réveiller, et d'ailleurs peut-être même poser à nouveau des problèmes, je ne sais pas, puisque pour l'instant, on en est à cette situation paradoxale que l'Allemagne est un géant économique contraint de rester, comment dirais-je, un acteur de second plan sur le plan politique, diplomatique et militaire. Et je vous dis, le meilleur résumé, c'est l'Allemagne est le roi de l'Union européenne, et l'Union européenne est, comment dirais-je, un faux royaume. Hein, voilà. Donc, après, je vous dis, moi, je ne suis pas un super spécialiste de l'Allemagne, mais c'est sûr que d'un point de vue économique et d'un point de vue rapport à la dette, il vaut mieux être aujourd'hui l'Allemagne que la France. Et ce qui est certain, c'est que la France, dans la situation où elle est, n'a plus d'autre stratégie actuelle que de vendre les restes de sa puissance, justement, diplomatico-militaire, pour qu'on accepte de prolonger sa dette. Hein. Ce qui veut dire que, effectivement, en ce moment, si on pense au rapport à la liaison franco-allemande, on est en train de transférer les restes de ce qui faisait notre puissance à l'Allemagne contre du crédit bancaire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une période de domination. Hein. On est quand même dans une période, nous, d'effondrement. Alors que l'Allemagne a tous les moyens, je dirais, à un moment donné, de renaître, hein, d'un point de vue diplomatico-militaire. Bonjour, M. Soral. J'ai une question sur l'élection présidentielle. Comment est-ce que le camp nationaliste peut peser en sachant que ces deux représentants officiels sont d'un côté le playboy gaulois Zemmour et de l'autre Philippot, toujours encadré par les services de renseignement généraux dans ces manifestations, tous les deux étant pro-vaccin, bientôt pour les enfants, on peut l'imaginer. Merci de votre travail. Là, il me semble que je suis obligé de faire un rectificatif, c'est que je crois pas que Philippot est pro-vaccin et pro-pass sanitaire. Je crois qu'en ce moment, il refait sa pelote avec son parti là, des patriotes, et il encarte à tout va, justement en militant contre le vaccin et contre le pass. Il me semble que c'est ça qui se passe. Alors, il est évident qu'effectivement, Philippot est quand même un acteur politique de second plan. Hein, il n'est pas très dangereux. Le système, en ce moment, ouvertement le laisse effectivement incarner la colère anti-pass sanitaire, sans doute parce que c'est le principe de l'opposition contrôlée. On sait qu'il n'ira pas trop loin. Et donc, comme représentant du camp national en ce moment, si je veux rectifier, on a Marine Le Pen qui est sur la pente descendante. Hein, on sent qu'elle est en train d'être sortie du jeu, déjà parce qu'elle est has-been, parce que elle a détruit le parti. Enfin, on sent qu'elle est en train de sortir de l'histoire. Hein. Et puis de l'autre côté, on a effectivement le zemmourisme, Zemmour, auquel on ne va pas échapper. C'est évident que toutes les forces du système sont là pour que Zemmour incarne, comment dirais-je, l'opposition nationale ou le sursaut national. Hein. Donc en ce moment, moi, ce que je me dis, c'est que nous, on fait de l'exactitude avec ER, avec FEDOC, avec Youssef, qui nous aide aussi. C'est dire exactement ce qu'est Zemmour, puisque c'est lui, hein, le type d'avenir, hein, et dire bien que moi, c'est ma théorie pédagogique pour dire qu'il faut ne pas comparer un homme politique et un chanteur. Dans un chanteur, tout est dans la chanson, c'est-à-dire vous écoutez les paroles, elles sont belles, voilà. Alors que chez un homme politique, ce qui compte, c'est pas les paroles de la chanson, c'est qui produit la chanson, qui lui permet de chanter. Et donc cette autre dimension, ce qu'on appelle les sponsors. Hein. Et quand là, on voit bien qu'il y a une disjonction assez rapide qui se fait entre le discours de Zemmour, qui est le mien d'une certaine manière, hein, en grande partie,
J'étais là avant lui pour le dire, et comme il l'a reconnu lui-même dans des échanges privés, je suis largement plus légitime que lui pour l'incarner. Et puis on voit bien qu'il a là, cette disjonction s'opère très vite avec les sponsors, hein. Rothschild, Goldman Sachs, Nadar, enfin les gens qui lui permettent d'exister et de monter en ce moment sont pas du tout des gens issus du camp patriote et des gens qui ont intérêt à la renaissance et à la prise du pouvoir du camp national, hein, voilà, c'est l'analyse qu'on fait. Alors après, il y a des gens qui pensent que le discours est une première étape et déjà un gain en soi et qu'on peut pas faire mieux, qu'il faut laisser parler Zemmour, accompagner Zemmour, parce que ça permet la bascule idéologique de la gauche et du gauchisme dont on ne veut plus vers une renaissance des idées de droite. Le problème, c'est que quand les idées s'accomplissent pas, se transforment pas en actes politiques et économiques derrière, ben ça reste de l'enfumage, hein, ça reste finalement quelque chose qu'on a déjà vécu avec Sarkozy. C'est pour ça que je m'étonne que les gens soient toujours sur ce schéma, effectivement, le primat du discours en politique, hein. Moi, je pense que c'est le primat des réseaux, hein, voilà, et des réseaux de puissance, hein, et donc essentiellement des réseaux d'argent. Voilà. Mais voilà, il y a des séquences obligatoires. Pour l'instant, on accompagne Zemmour et on le marque à la culotte. On va vérifier si Marine se fait sortir, parce que c'est la justice immanente d'un point de vue de la droite, de la vraie droite, c'est que Marine va payer pour toutes ses bêtises, toute son arrogance, toute son incompétence, puisque finalement elle a hérité d'un parti, et au lieu de comprendre que cet héritage voulait dire illégitimité, elle a compris que héritage voulait dire transmission héréditaire. Elle a fait un contresens total, hein. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle prouve sa légitimité puisqu'elle héritait, qu'elle n'avait pas créé et monté ce truc-là, et au lieu de prouver qu'elle était légitime, elle a passé son temps à couper des têtes et à ne coopter que des courtisans. Et aujourd'hui, on est dans une situation où tous les gens que je connais qui sont plus ou moins proches du front ne rêvent que de la mort politique de Marine, hein. Voilà. Et quand on voit les forces qui sont derrière Zemmour d'un côté et le peu de force qu'il y a autour de Marine et les choix catastrophiques politiques qu'elle a fait depuis la crise du Covid, hein, c'est-à-dire qu'elle a loupé une à une toutes les opportunités d'incarner une opposition sérieuse. On se dit qu'elle a toutes les chances de se faire sortir complètement de la politique et qu'en plus elle le mérite, hein, voilà. Et c'est là que je peux rebondir sur le rôle de Philippot. Il me semble que si le système aide aujourd'hui Philippot à se reconstituer, c'est que la garde de fer de Marine est essentiellement homosexuelle. Or, quand à un moment donné, il faudra que tout le monde trahisse et que tout le monde se barre, je pense qu'il y a un pont qui s'établit déjà, je dirais, de façon automatique, entre Marine et Philippot de ce point de vue-là. Philippot a toutes les raisons de vouloir se venger de Marine, et en même temps, il permettrait, je dirais, le transfert de tous les homos qui sont derrière Marine vers Philippot, puisque en fait, les homos c'est incontestable, très communautaire, hein, voilà. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que le système en ce moment favorise la renaissance du parti de Philippot, c'est pour qu'il puisse bien ponctionner les forces homosexuelles qui sont autour de Marine, afin qu'il ne lui reste à peu près plus rien, hein, voilà. Et moi, je vous dis, il est très probable qu'on voit là que Marine n'arrive pas à trouver les prêts bancaires, elle a l'URSSAF sur le dos, parce qu'en plus, elle a ruiné le parti, hein. Elle a été c'est une catastrophe totale, hein, avec le recul, le marinisme. Et même son père, d'ailleurs, qu'elle a viré aujourd'hui, ça aussi, ces petites vengeances taquines, est bien en train de dire que si c'est Zemmour le mieux placé, il marchera lui-même derrière Zemmour. Puisque pendant que Marine dédiabolisait à tout va, Zemmour, sur une ligne assez trumpienne d'ailleurs, hein, a bien compris qu'il fallait attaquer frontalement le politiquement correct et l'idéologie dominante de gauche pour incarner une opposition, au moins sur le plan du discours, au moins sur le plan idéologique. Alors que Marine, elle court derrière le politiquement correct, ringardisé. Elle en est même là à envoyer, je crois, son Bardella dire que Zemmour parlait mal des femmes. C'est-à-dire que Marine pense que le RN, qui est quand même le parti nationaliste, son étendard pour aller à la reconquête politique, ça serait le néo-féminisme. Je crois que même Rochdy pourrait lui expliquer à quel point cette stratégie est catastrophique, hein, voilà. Donc aujourd'hui, le camp national de fait est incarné par Zemmour. On ne peut pas y couper. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un coup d'avance. C'est
quand les gens ont compris que Zemmour, c'est finalement, quel que soit d'ailleurs ce dont il rêve lui-même et son honnêteté, et ben, du fait des réseaux d'argent qu'il domine, il faudra peut-être qu'on en passe par la déception Zemmour, donc la déception ultime, pour enfin aller au vrai renouveau nationaliste que je pense incarner bien plus sérieusement. Voilà, donc je pense que quelque part, si on a un peu de sens de l'histoire et le sens de la dialectique historique, Zemmour est un moment et un passage obligé pour aller au sérieux que je prétends incarner avec égalité, réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, pour une réconciliation nationale. Hein. D'ailleurs, on voit bien que la différence fondamentale qui prouve que Zemmour ne peut absolument pas incarner un pouvoir politique effectif, c'est sa déclaration de guerre aux musulmans. On ne peut pas prendre le contrôle d'un pays quand on déclare la guerre à 5, 6, 7 millions de ses citoyens. C'est strictement impossible. C'est ce qui prouve qu'on en ait conscience ou pas, on est un agent de l'étranger. Car je le rappelle, les fauteurs de guerre civile le font toujours dans l'intérêt d'un tiers, hein, c'est-à-dire d'un pays étranger. Il n'y a pas de patriotes qui souhaitent fondamentalement une guerre civile. Si on plonge dans l'histoire, au mieux, on a des gens qui ont été jetés dans la guerre civile et qui essayent d'en sortir par le haut et dont l'objectif est forcément une réconciliation nationale, que ce soit après-guerre, que ce soit quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne, quand on regarde la situation du Liban actuel, la Yougoslavie, même l'Ukraine. Le pouvoir ne peut pas être incarné par un fauteur de guerre civile, et un fauteur de guerre civile ne peut pas être quelqu'un qui réellement pense pouvoir gérer un pays. Et c'est forcément c'est-à-dire c'est Zemmour, c'est-à-dire un type qui n'a toujours été que dans le discours, un journaliste en fait, un type qui brasse des mots, qui brasse du vent, mais qui ne se pose pas les questions profondes de ce qu'on appelle la gestion, d'ailleurs aussi bien économique qu'humaine. Parce que là, il verrait que son anti-islamisme et son amalgame entre citoyens musulmans et islamisme le disqualifie comme possible gestionnaire politico-économique de la France. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Soral, merci pour tout ce que vous faites et vraiment j'admire votre courage. Je voulais vous signaler quelque chose. Le Monde aujourd'hui, on est en septembre, parle d'une femme de 96 ans qui a eu l'heureuse aventure d'être dactylo dans un camp, le Struthof, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc un camp de concentration. Et en tant que dactylo à 19 ans, on l'a poursuivie à 96 ans et elle est obligée de quitter, de se cacher pour éviter le procès qu'on lui promet à 96 ans. En même temps, en 2021, on vous annonce que Bernard-Henri Lévy, BHL pour les intimes, a touché un chèque de 5 millions d'euros, ce qu'il ne nie pas, puisqu'il a même fait un procès pour qu'on n'en parle pas, qu'il a perdu. 5 millions d'euros de la part du Qatar, qui est un soutien éminent et ultra connu du islamique, qui intervient au XXIe siècle, et je pense qu'il n'a pas eu 19 ans quand il a touché ces 5 millions, donc il est tout à fait conscient de ce qu'il faisait, et il n'était pas dans une guerre où il n'avait pas véritablement le choix de son emploi. J'aimerais bien avoir vos observations sur ce sujet. Oui, là, vous avez envie de vous faire plaisir, je dirais, parce que ces observations, je les fais depuis 20 ans, et de là viennent tous mes ennuis, sur ce double standard, sur le fait que nous sommes aujourd'hui dominés par des gens qui, là, ça rejoint le sujet Zemmour, ont comme idéologie, puisque c'est un système de valeurs, une religion est un système de valeurs, une idéologie fondée profondément sur la haine, sur le désir de vengeance, sur l'absence de compassion. Et comme je le disais pour Zemmour, avec la manière dont il voit les musulmans, qui est de l'inversion transfert typique en psychanalyse, c'est-à-dire qu'il projette son idéologie profonde liée à sa religion sur d'autres qui en fait incarnent beaucoup moins que lui ce qu'il prétend dénoncer. Voilà, donc ce qui se passe en ce moment là, on voit où de plus en plus on va pratiquement déterrer des cadavres pour les juger, alors que pour des faits qui remontent à des temps maintenant immémoriaux. Donc on voit bien que le pouvoir, ce n'est pas, je dirais,
comment dirais-je, d'exercer la justice avec l'idée de pardon, l'idée justement fondamentale de réconciliation, avec un but de paix et d'harmonie, mais des gens qui, dès qu'ils ont du pouvoir, s'en servent de manière psychopathique pour exercer quelque chose qui est profondément en eux, qui est la haine en réalité. Hein, voilà, c'est la haine. Je veux dire, tout le fond de cette religion, quand on le regarde, est quand même une déclaration de guerre au reste de l'humanité et une profession de haine. Hein, voilà, il suffit de lire. Hein, je ne vais pas vous citer le Deutéronome phrase par phrase. Voilà. Et quand ces gens-là prennent le pouvoir, il se passe ça, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils exercent en tant que pouvoir supérieur la justice, avec cette idée de fraternité nécessaire, avec cette idée de pardon, hein, c'est-à-dire d'oubli nécessaire, il se passe l'inverse. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus effectivement leur désir de vengeance s'exerce de manière, je dirais, absurde d'un point de vue fonctionnel et répugnante d'un point de vue moral. Et que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'aller chercher des vieillards, des femmes de plus de 95 ans qui ont exercé des emplois subalternes dans un contexte où elles avaient probablement pas le choix, pour le plaisir sadique de les humilier, de les faire souffrir devant une population, c'est forcément à terme aller vers son propre massacre. Hein, c'est évident. Hein, ça ne peut que créer en retour une haine. Et je le rappelle que quand on est 1% et qu'on déclare la guerre et qu'on ne fait que assaut de haine envers 99% d'une population qui, elle, est une population de souche par l'histoire et le territoire, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait ce qu'on appelle un violent retour de bâton et que ces gens-là ne s'en rendent pas compte, alors qu'ils se prétendent par ailleurs très intelligents, prouvent que ce sont, en dehors d'un côté effectivement brillant dans certains domaines, que ce sont profondément des psychopathes. Parce qu'en fait, ils vont contre leurs intérêts évidents et que là, il y a une démarche qui est effectivement psychopathique. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une jouissance quelque part de provoquer la haine et un désir profond et éternellement reconduit de se mettre gravement en danger alors qu'il pourrait tout à fait faire autrement. Hein, voilà, c'est ça que je comprends. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit totalement le parallèle de manière plus douce avec Zemmour. Hein, voilà. À un moment donné, quand on veut prendre le pouvoir dans un pays qui va pas très bien, on tente de la réconciliation, de la conciliation. On se met pas à déclarer une guerre totale et avec une promesse de violence à une partie de la population, en plus qu'on a mal nommé, mal identifié, en mélangeant racailles, musulmans, etc. Surtout quand derrière, on a des petits rochetis, quoi, c'est-à-dire des petits blancs agacés ou humiliés à la fois par la racaille et le gauchisme, qui ont des tendances à la violence, d'ailleurs d'autant plus marquées qu'ils sont des faibles, hein, parce qu'en général, les gens qui rêvent que de violence physique immédiate, souvent ne font que marquer... c'est souvent une expression de leur fragilité intérieure ou de leur peur profonde. Hein, mais la vraie virilité, en général, s'accompagne toujours de douceur et de désir de paix. Hein, les gens qui ont vraiment pratiqué la boxe le savent. Hein, c'est pour ça que je vous dis, ça serait bien que Rochdy commence à découvrir ce que c'est réellement que le métier de la violence physique, hein, l'apprentissage de la violence physique, et pas juste des fantasmes Nietzschéo-adolescent. Voilà. Et là, tous ces sujets-là se rejoignent. Hein, voilà. Alors après, effectivement, que s'ajoute à cette dimension psychopathique de haine et de désir de vengeance et de provocation de vengeance, c'est-à-dire de système de provocation du ressentiment de vengeance en boucle éternelle. Hein. On voit bien que tout ça s'autogénère. Hein. On provoque, on humilie, on insulte. Et donc, on souhaite profondément rester dans un cycle de violence alternée. Et finalement, on n'a pas envie, visiblement, pour des raisons, je crois, psychopathiques, de paix, de fraternité, de réconciliation. Si en plus on ajoute à ça de la manipulation, alors là, c'est la deuxième partie du sujet, là, c'est Bernard-Henri Lévy, de gens qui à la fois vous montrent le danger de l'islam radical et du terrorisme islamique, et dont on découvre que finalement, ils sont plus ou moins payés justement à un certain niveau. On voit bien aujourd'hui les liens avoués entre l'Arabie saoudite, Israël, le Qatar, etc. Là, on voit que ça s'ajoute encore une dimension qui ne peut conduire qu'à la violence, à la vengeance, au châtiment. Hein, on peut en déduire assez logiquement que ce monde va forcément
vers un chaos terminal violent. Hein, voilà, puisque c'est simple comme image. Si vous avez un chef d'État qui est un psychopathe sanguinaire, vous pouvez imaginer qu'à un moment donné, la violence est le maître mot de sa gestion politique, puis qu'à un moment donné, cette violence insupportable finit par comment dirais-je, par son exécution par le peuple qui finit par se révolter, quoi. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de profondément inquiétant dans l'époque actuelle aujourd'hui. C'est que nous avons, même pour donner encore un autre symbole, à la tête de l'antiracisme, des gens qui sont en réalité non seulement les plus racistes, mais les derniers racistes du monde occidental depuis, on va dire, le suicide de Hitler dans son bunker. Et forcément, quand les rois du racisme gèrent l'antiracisme, ça ne peut que mal fonctionner. Ce qui veut dire que, comme commentaire annexe, moi je suis absolument pour l'antiracisme. Mais il faut que l'antiracisme soit géré par des gens qui, effectivement, sont des gens qui aiment comment dirais-je, aiment la différence, aiment le dialogue des cultures, aiment l'autre, hein, c'est comme ça qu'on va le résumer. Pas des gens qui fondamentalement ont basé toute leur idéologie sur la haine de l'autre, le désir de le dominer. Hein. Donc voilà, on est dans cette société aujourd'hui totalement dysfonctionnelle, je vous dis, où des gens qui devraient exercer la paix et la fraternité, c'est-à-dire gérer la concorde, qui est le principe même, je dirais, du pouvoir politique, sont en fait des gens qui n'ont en eux que de la haine et du désir de vengeance psychopathique. Et pareil, si on veut éviter dans un monde mondialisé les chocs entre les différentes cultures et les différentes ethnies, il faut qu'à la tête, il y ait des gens qui réellement soient des antiracistes et pas des gens qui prétendent gérer l'antiracisme alors qu'ils sont de façon absolument avérée les plus racistes de tous. Voilà. Bon, on va faire les liens nous aussi. Donc à 50 minutes 10, il dit Marine va payer, donc elle va payer politiquement. C'est une évidence, hein, surtout au train où vont les événements. Oui, on va pas oublier aussi les petits leaders du milieu alternatif, hein, appelez dissidence ou ce que vous voulez. Hein. C'est ainsi que à 20 minutes 20, on parle du procès qui devrait avoir lieu, procès Nuremberg qui devrait avoir lieu pour les responsables de la catastrophe, de la gestion catastrophique de la crise sanitaire et de toute la violence qu'ils déploient et la répression préventive qu'ils déploient parce que finalement ils ont peur parce que leur plan mondial va se heurter frontalement à des réalités géopolitiques qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, on a bien vu avec l'Afghanistan qu'il y avait un secteur géopolitique crucial qui est tombé, et lamentablement, hein, l'armée américaine, qui soi-disant, en cas d'affrontement, on parlait aussi de regagner à tous les coups, est partie très piteusement, hein, il faut le savoir. Et ceci et d'autres choses ne plaît pas beaucoup à certains influenceurs racialistes identitaires qui ont bien relayé le narratif covidien et qui l'ont relayé avec beaucoup de morgue et beaucoup de mépris, hein, quand ils vous parlaient de scientifiquement démontré ou ils font l'apologie de la médecine des blancs, vous voyez, donc en fait il fallait accepter tout ce qui était imposé. Et voilà, c'est des gens qui ne sont pas des gens qui ne sont pas des opposants, voilà, faut savoir, et qui font leur petite soupe. On a déjà expliqué ça précédemment, hein. Bon, on a déjà dit de qui on parlait, précisément, ça se tourne toujours, surtout autour des bras. Enfin, ça, c'est de la vraie saloperie, ça. C'est de la vraie saloperie. Et d'ailleurs, ça agrège, hein, quoi. Comme il a été sous-entendu dans ce numéro-là, ça agrège tous les débiles, hein, d'internet, hein, qui se servent de l'anonymat, hein, pour cracher leur haine et leur bêtise. Alors que l'anonymat, c'est le dernier rempart contre ceux qui peuvent plus s'exprimer, parce que de toute façon la répression est arrivée à un tel point que voilà. Mais bon, ces gens-là, en même temps, vous voyez, ils aiguisent le désir de mettre fin à l'anonymat, hein, toujours les braves, hein, et leur tête là. Et en même temps, ils avalisent tout le narratif
officiel, hein, covidien, bien entendu. Donc, ça, on va pas l'oublier. Hein, là aussi, politiquement ou métapolitiquement, on va s'en charger. Et c'est déjà en train de commencer. C'est pour ça qu'on devait parler aujourd'hui de quelqu'un qui s'appelle Alexis Sora, qui est détesté, mais à un point inimaginable par une grande partie de cette dissidence. Hein. Il a le courage de laisser les pouces en l'air et les pouces en bas. On voit que c'est une razzia de pouces en bas à chaque fois qu'il fait une vidéo. Mais peu importe, c'est vrai que au départ, ce personnage pouvait paraître détestable, notamment quand lui aussi, comme Yann Berka de Méritex, il appelait à faire des dénonciations pharos, hein, ou même il appelait à dénoncer ceux qui versaient sur les comptes PayPal, notamment Amalek. Donc Amalek, c'est curieux d'ailleurs parce que Alexis Sora et Amalek, c'est deux personnes qui ont fait exactement la même chose. Ils se détestent, hein, évidemment, parce que Amalek est catholique et Alexis Sora se prétend païen, parce que le paganisme, on ne sait pas trop où il est. Bon, et ils se détestent, mais ils ont en commun le mérite au moins d'avoir mis ce milieu-là en face de turpitude sans nier leur turpitude propre. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Donc ce pauvre Amalek avait fait ce travail-là, malheureusement, il est en prison. Il est en prison, il a pris 5 mois. Ça a pris 5 mois sur une bêtise, il a fait une violation de domicile, pardon, il est entré en infraction chez son ex-compagne, qui avait la garde de leur fille commune, voilà, et évidemment, les Marianne, un grand magazine républicain, nous en profite pour nous le relier avec Rémi Daillé. Bon, il a suffisamment critiqué Rémi Daillé, c'est moins qu'on puisse dire, mais bon, ils le disent après, hein, évidemment, ils en profitent pour nous dire à quel point nous sommes menacés par cette extrême droite. Bon, il y a des cassos pas possibles dans ce milieu, mais bon, en fait, les bons Français sont menacés par toute opposition qui s'opposerait qui irait contre le pouvoir en place et ses valeurs proclamées. Voilà, donc voilà, hein, on rappelle qu'il a été condamné pour provocation à la haine raciale, blablabla, donc voilà, ça fait une bonne pub, hein, c'est bon, hein, donc en clair, hein, maintenant bouclé là, hein. Voilà, donc vous pouvez regarder, hein, on mettra le lien, hein. Oui, voilà, hein, hop, tac, taillé, bon, voilà, l'autre là, hein, pas la peine d'en dire plus, hein. Voilà, oui, justement, les femmes, donc sur Alexis, il sera récemment, après qu'il y ait eu des menaces contre une amie à lui, avait menacé d'aller avec des antifas, des black blocs cassés du phare, donc c'est un ancien skinhead, hein. C'est un ancien skinhead. Bon, comme il se prétend païen, bon, il veut la fin totale des cathos, mais bon, les vrais catholiques, ils prennent gros dans la figure aussi, hein, donc bon, là c'est pas très intelligent de demander ce genre de choses, mais bon, de toute façon, bon, voilà, hein, et bon, oui, il fait l'apologie des armes aussi, il veut le portant libre, enfin, tout ce qui est de modèle américain, donc, voilà, ça c'est le côté négatif du personnage, mais, contrairement à toute attente, c'est quelqu'un, en fait, qui a une activité très positive, très positive, par rapport à ce qu'on venait de dire sur ce milieu dissident, racialiste identitaire qui soutient le narratif covidien, et il va y avoir de très mauvaises nouvelles qui vont arriver de plus en plus, et là ça va mal tourner pour vous, parce que là croyez-le, vous allez accumuler sur vous du ressentiment. On va pas en dire plus. Bon, Monsieur Issora tout de même est contre l'assimilationnisme, donc ça il a raison, parce que de toute façon l'assimilation, surtout à une grande échelle, c'est pas possible, hein.
vous avez entendu dans Soral répond que Soral il croit encore à ces valeureux citoyens d'une certaine confession, blablabla. Savoir s'ils sont citoyens, ça c'est encore à voir. Il y a évidemment des gens très bien, hein, mais bon, ils n'ont pas besoin de s'accrocher non plus à ce pays qui a vraiment beaucoup de malheur. Hein. Mais bon, de toute façon... Hein. Oui, donc il est aussi contre la démocratie représentative électrique. Bah, c'est fini, hein, ça, c'est terminé, ça. Et oui. Et, bon, ça à la rigueur, les positions de ce monsieur, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il a les moyens de sortir des dossiers contre ces saloperies là, ces saloperies Covido-compatibles là. Et ça serait un bon retour du bâton, parce que quand on pense aux méthodes qu'ils ont employées, du chantage, de la manipulation, de l'abus de faiblesse pour obtenir des témoignages contre leurs ennemis, enfin bon, c'est extraordinaire. Tout ça pour se mettre au service d'eux. Voilà, au service d'eux. Donc, petit message à M. Issorin, c'était peut-être pas très clair ce qui vient d'être dit. Petit message à M. Issorin, il vient de trouver un soutien. Voilà, il s'en fichera certainement parce qu'il ne verra certainement pas cette vidéo, puisque cette chaîne n'a pas de vue, hein. Mais il ne verra pas cette vidéo, mais en tout cas, le dire, ça soulage. Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Donc, tout d'abord, une émission dédiée à moi-même. Émission pour me féliciter de ma victoire. Et féliciter Cro-Blanc aussi. Pourquoi je tiens à féliciter Gaël Toulic? Donc déjà, je me félicite d'avoir gagné ce combat contre lui, et qui m'avait défié en combat. J'ai accepté le combat. Et il l'a refusé. Donc j'ai gagné par abandon de sa part. Il m'a proposé un combat, je l'ai accepté. Il l'a refusé. Je trinquais avec moi. Ensuite, pourquoi je le félicite? Il a réalisé qu'il avait peut-être les yeux plus gros que le ventre. Ouais, c'est vrai que chez moi, on n'est pas chez la Reine Pédoc, hein, on n'est pas chez les danseuses. On n'est pas sur un ring, on n'est pas là pour s'amuser avec des règles, hein, c'est pas mon pote. Ça, c'est avec mes potes que je monte sur des rings et qu'on fait des combats dans les règles. Quand je me bats avec un ennemi, parce que c'est un ennemi, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, on y va jusqu'au bout. Il s'est dégonflé, donc il a pris pour motif qu'il ne voulait pas aller jusqu'au centre de l'Europe. Apprends la géographie. Tu es à 2 heures de vol de chez moi. Je t'avais trouvé un billet d'avion par Ryanair à moins de 100 €. Vu que tu n'as pas de sous, j'étais prêt à te le payer. Ça aurait pas été plus dur d'aller à Marseille. Je t'ai proposé, pour éviter que tu te croyais en embuscade, de venir te chercher. Moi-même, seul en moto. Tu montais avec moi, on partait, on allait dans un endroit qui n'était pas un hangar. T'as dit hangar? Non, c'était pas un hangar. On s'enfermait la clé tous les deux dedans, et on voyait lequel sortait. Et on filmait et c'était en live. J'allais pas te découper en rondelles, mais t'as refusé. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as réalisé, t'as dessoulé, t'es revenu à ta place. Et je t'en félicite. Mais je vais pas te féliciter de tout. Bon, ça m'étonne pas que tu sois déballonné. Si t'es déjà déballonné quand t'as Malek, t'avais provoqué en combat. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'avais invité sur le live. Quand moi j'ai provoqué moi-même un Malek en combat, qui devait venir, il s'est lui-même déballonné aussi d'ailleurs. Et où tu m'avais dit d'ailleurs dans l'après-midi ce qu'il fallait dire sur le live, tu te rappelles? Tu m'avais dit il faut faire semblant, on se connaît pas, est-ce que tu peux dire ça, est-ce que tu peux dire ça? On avait un peu magouillé tous les deux. Moi je m'en foutais, hein, tu sais, ton public, je m'en branle de ton public, j'ai aucun respect pour eux. Hein. Mais toi tu les respectes pas non plus, quoi. Tu leur mens. Bon. Mais c'est ton problème. C'est... Bon... Tu t'étais dégonflé contre lui, tu t'es dégonflé contre moi, mais de toute façon tu t'es jamais battu de ta vie. Et ça j'en ai des preuves, tu t'es jamais battu de ta vie. Donc qu'à voir, soi-disant, t'es un vétéran comme moi, t'es un mec qui a été en extrême droite depuis longtemps, t'es un guerrier, un warrior, ouais. C'est bizarre, quand je tape ton nom sur internet, je vois aucune condamnation qui sort. Je vois rien du tout.
T'as pas fait grand chose dans ta vie. Hein. Ouais, il y a un truc de BTA. Ouais, tu sais, d'ailleurs, c'est moi qui l'aurais filé ton nom d'ailleurs. Mais à part tes conneries pour des chansons, t'as rien fait quoi. T'es juste bon à t'en prendre à des gonzesses, tu vois, comme t'as fait avec ma pote Estelle. D'ailleurs, je te préviens, t'as vu, je t'ai fait un petit vocal sur Telegram parce que je pouvais pas dire la même chose ici. Tu devrais bien l'écouter ce petit vocal. Parce que tu sais, là, en ce moment, c'est Estelle qui me tient la laisse. Mais tu sais, au bout d'un moment, toi ou les autres, hein, à vous en prendre à elle, à vous en prendre aux gonzesses, c'est pas une bonne idée, quoi. Moi, c'est vraiment pas une bonne idée de s'en prendre à elle. Parce que les petites nanas comme elle, je sais pas si t'as déjà vu les petites nanas comme elle qui se promènent dans la rue avec des gros chiens type Rottweiler ou autre. J'ai toujours trouvé que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'il y a toujours un moment où, si le chien il décide d'avancer quand même, elle n'arrive pas à le tenir. Un jour, c'est ce qui va se passer avec moi. Un jour, elle la laisse, elle n'arrivera plus à la tenir. Ou un jour, elle en aura marre, et d'elle-même, elle lâchera la laisse. Et le jour où je suis sans laisse, c'est un retour en France. Et puis là, je fais une tournée. Et ces tournées, pas sympa, quoi. Donc, c'est un petit conseil que je donne, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? D'ailleurs, mon retour en France, on va pouvoir se rencontrer d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui disent que je ne peux pas retourner en France, je suis allé témoigner à l'ambassade par rapport au dépôt de plainte de Estelle. Donc, j'ai demandé à être entendu en tant que témoin, vu que je suis son chef de sécurité, sur les menaces qu'elle reçoit. Au passage, j'ai demandé pour moi faire des papiers d'identité, vu que je suis candidat au présidentiel, second chapitre au G1. Tu vois, la demande de carte d'identité, elle est faite. Je suis allé à l'ambassade, je n'ai pas été arrêté. C'est pas la première fois que j'y allais d'ailleurs. Ensuite, donc, tu t'es dégonflé, t'as bien fait. Maintenant, je vais te donner un conseil d'humilité. Tu vas déjà arrêter de parler de gens qui sont plus dangereux que toi. Tu vas arrêter de parler de moi parce que t'as pu voir, tu te dégonfles, tu t'es ridiculisé. Tu t'es ridiculisé avec Amalek, tu t'es ridiculisé avec moi. Moi, ce que je te demande, c'est comme on avait dit, voilà, c'est si tu n'assumes pas, tu nous fais un live avec ton caleçon sur ta tête. Moi, si tu fais un live, tu mets ton caleçon sur ta tête, je te pardonne, c'est bon, je t'oublie. Mais je veux que tu apparaisses avec ton caleçon sur ta tête et que tu reconnaisses que je te suis supérieur, et puis ça ira très bien après. Voilà. Ensuite, donc, je veux bien que tu es alcoolique. Moi aussi, j'aime bien boire. Hein. Tu vois, mais moi, je sais boire. Tu vois, moi, quand je bois, je suis sympa, je suis cool, ou même si je m'énerve, je reste normal. Puis je tiens toujours sur ma chaise, contrairement à toi. Toi, c'est pas le cas. Et c'est très dangereux. Parce que quand tu bois, tu réalises plus ce que tu fais, et tu maltraites tes enfants. Parce que tu n'as pas osé me répondre. Tu as répondu sur Ave Noël contre moi. Quand tu as répondu sur Ave Noël, tu as répondu, nanana, tu as mis des conneries sur moi. Et ensuite, quand je t'ai répondu, tu m'as fait répondre par ta fille qui m'a insulté. Donc j'en veux pas à ta fille, c'est une enfant, j'en veux pas à cet enfant. Si je la voyais, je sais pas, j'irai à la boulangerie, je lui offrirai un gâteau, je lui dirai tiens, va manger ton gâteau, va te promener dans un coin, là-bas va te promener. Et puis toi, je te dirais, viens, on va discuter, on va en parler tous les deux, tu vois. Je veux pas de mal à ta fille, je dis pas de mal à ta fille, je dis juste qu'elle est très mal éduquée, tu éduques très mal tes enfants. D'ailleurs, je me suis pas gêné d'en faire un rapport aux services sociaux, parce que je pense que ce serait une bonne idée qu'on te les enlève, parce que un mec de ton âge qui utilise ses enfants pour insulter des gens, ouais, c'est pas normal, non, c'est pas normal que de mêler des enfants à une guerre d'adultes, d'utiliser ses enfants pour insulter des gens, non. Tu es un mauvais père, donc tu es un mauvais homme. T'es un mauvais militant, t'es un mauvais chanteur parce que c'est de la merde ce que tu chantes, t'es un mauvais youtubeur parce que tu fais c'est de la merde, et en plus t'es un mauvais père, s'il te plaît, dis-moi en quoi t'es bon. T'es un bon à rien, quoi. Ouais. Ah c'est bien, tu peux te dire nazi avec ça, je suis bon à rien, ouais, non mais ça s'écrit pas pareil, mais c'est pas grave, je sais même pas si tu sais écrire d'ailleurs. Bon, donc voilà ce que je voulais te dire. Comme je dis, mais tu vas pas me rencontrer, je suis candidat au présidentiel. Pourquoi, donc là je m'adresse un peu au reste du peuple, pourquoi je suis candidat au présidentiel? Parce que, et là je vais être très clair, il y a Marine d'un côté, Zemmour de l'autre. Entre le parti communiste et le parti communiste, je ne choisis pas. Marine est assimilationniste, Zemmour aussi. Moi je suis anti-assimilationniste, je suis identitaire. Être français, c'est être européen. C'est pas que j'aime pas les autres, mais c'est que, voilà, quoi, c'est... Je ne peux pas me revendiquer congolais en étant moi. Ben, je ne pense pas que d'autres puissent se revendiquer, voilà. Je suis anti-assimilationniste.
Je suis pour une France européenne, une France peuplée d'Européens, et donc l'assimilationnisme ne me plaît pas. On ne pouvait pas laisser ça aux assimilationnistes, c'est hors de question. Donc j'ai bousculé mon amie Estelle, je l'ai secouée, je l'ai emmerdée comme pas deux, pour qu'elle se présente, vu qu'elle est déjà candidate au présidentiel 2027. Mais en 2022, elle ne voulait pas, on est sur la construction du parti, tout elle m'a dit. Je lui ai demandé la permission de me présenter. Elle me l'a donnée. Elle m'a d'ailleurs accordé son soutien. Elle l'a dit d'ailleurs dans son live d'hier, sur TikTok. Je suis candidat. C'est pas la première fois que je le suis d'ailleurs, ce sera que la troisième fois. Mais les 2 premières fois, je n'avais pas eu mes signatures. Une fois, j'étais au fin fond de l'Amérique du Sud en cavale, mais pour m'amuser, je m'étais amusé à me présenter quand même, à dire... j'avais envoyé des amis chercher des signatures. J'en avais eu une. Et une deuxième fois, j'étais en prison. Et ça m'amusait, j'étais en prison, de me prendre au présidentiel. Là aussi, j'en avais une. Michel, je te remercie d'avoir signé pour moi. Je sais très bien que tu le referas encore une fois. Là, maintenant, je risque plus rien avec la justice. Si j'ai mes 500 signatures, je reviendrai en France. J'ai des gens qui me soutiennent et j'espère qu'on aura mes 500 signatures. Si je les ai pas, on verra ce qu'on fait. Est-ce que je vais m'amuser à tenter un coup d'État ou pas? On verra. Non, je rigole. Mais je veux être candidat pour représenter la vraie extrême droite nationaliste identitaire. Et d'ailleurs, je vais être très clair. Tous les influenceurs ou tous les militants qui parlent encore de soutenir Zemmour ou de soutenir Marine, 1, vous vous désabonnez de moi. 2, vous virez de mes canaux, parce que sans ça, c'est moi qui vous vire. Parce que d'ailleurs, vous avez pu voir sur mes canaux, Telegram ou autre, vous mettez un truc pro-Zemmour, vous mettez un truc pro-Marine, il n'y a même pas de discussion, je vous banne direct. Je ne veux pas entendre parler de ces gens qui sont indignes de représenter le nationalisme. Je ne veux pas entendre parler de ces gens-là, qui ne sont pas des nations. Je veux que ça redevienne un véritable nationalisme identitaire. Je m'étendrai plus là-dessus dans une autre vidéo que je ferai, je pense, demain. Mais voilà. Donc je suis candidat. Si j'ai mes 500, ce qui est possible, parce que c'est possible qu'on me les donne, hein. Même rien que pour diviser, c'est possible que même la gauche me les donne, ça m'ennuierait pas d'ailleurs. Je m'en fous de diviser. De toute façon, même si j'ai pas mes 500 signatures, même si je suis pas candidat, j'appellerai à soutenir quelqu'un d'autre, mais ce sera ni Marine, ni Zemmour, j'appellerai à voter Macron dans ces cas-là. Parce que je préférerais nettement un gauchiste qui s'affirme officiellement gauchiste qu'un gauchiste déguisé en nation. Donc là-dessus, je suis clair. Mais donc, si je les ai, ben, je reviendrai en France, j'y habiterai. Mais bon, il y a des gens déjà qui se mobilisent, donc Cro-Blanc, si tu veux me rencontrer, ben, tu n'auras qu'à venir sur un meeting, puis je sais pas, moi je te prends même sur scène, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, salut à vous.